Alors, hop. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Ok, parfait. Tac. Je vais essayer de garder le chat à côté pour avoir vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à parler en vocal d'ailleurs. Non, vous avez l'autorisation. Tac. J'attends encore 1 minute et on va commencer. Bon, je pense qu'on va commencer si tout le monde est prêt. Bonjour à tous déjà. J'espère que vous êtes prêts pour cette petite matinée en commençant par la membrane plasmique, qui est un cours de biologie cellulaire. Bon, c'est parti, hein. On va avoir plusieurs parties, donc on va suivre un peu la trame du cours. Donc on va commencer par une petite introduction, rien de bien méchant, histoire de se mettre dans le bain. On va voir la composition de la membrane plasmique, euh, ensuite son architecture, les rôles qu'elle apporte dans la cellule et autour de la cellule, et ainsi que la biosynthèse et son renouvellement. Alors, petite introduction, qu'est-ce que la membrane plasmique? Euh, c'est tout simple, c'est une enveloppe continue. Retenez bien tout ce qui est terme en gras ou en rouge, c'est souvent ce qui peut tomber en QCM en question. C'est des petits détails techniques qui sont très importants. Donc c'est une enveloppe continue. On peut le voir hein, ici, c'est le rond rouge. Et c'est une frontière entre le milieu extracellulaire, donc on va dire que c'est la partie blanche du schéma. Je sais pas si vous voyez ma souris. Et la partie jaune qui représente le cytoplasme. Donc la membrane plasmique donc, permet d'avoir une activité sociale avec les autres cellules, vu que c'est celle qui est en contact avec l'extérieur, et qui permet d'organiser la vie des tissus, etc. Et donc elle interagit avec la cellule et son environnement, elle est à double face. Hop. Ensuite, 5 caractéristiques fondamentales importantes. Donc il faut savoir qu'elle a une bicouche lipidique, on le reverra un peu plus tard dans son architecture. Elle présente des glycoprotéines dans ses feuillets. Euh, Ça aussi, là, c'est juste une petite intro, on verra tout ça plus tard en focus. Une asymétrie, donc elle a une composition de 2 feuillets, c'est-à-dire que le feuillet extérieur ne sera pas le même que le feuillet intérieur, et inversement. Enfin, c'est ce qui forme la symétrie. Elle a une composition chimique hétérogène, donc entre cellules, entre domaines. Elle est composée de diverses molécules qui forment cette hétérogénéité. Et elle est en relation avec le système endomembranaire. euh, Tout ce qui est, je crois que vous l'avez pas vu encore, mais tout ce qui est Golgi, système endomembranaire, oui, système endomembranaire, réticulum endoplasmique du coup. Désolé, c'est le matin. Alors, voilà pour l'introduction. Est-ce que vous avez déjà des questions? Désolé si je vais un peu vite, mais on a quelques diapos à faire et il faut pas qu'on perde de temps. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Donc, la composition de la membrane plasmique. Maintenant, donc c'est une membrane qui est composée à 50% de son poids sec par des lipides, comme il est noté à la haut. Donc, c'est très important à savoir. Quelques caractéristiques des lipides. Ben, c'est des molécules amphiphiles, c'est-à-dire qu'elles se comportent donc avec une extrémité euh, hydrophile, donc polaire, qui aime l'eau.
et une extrémité hydrophobe apolaire qui n'aime pas l'eau. Donc, vous avez déjà mis de l'huile dans l'eau, je pense. Vous avez eu hydrophile et une partie hydrophobe. Euh, c'est la meilleure expérience que je peux vous donner pour visualiser la caractéristique du lipide. Et elle s'organise en bicouche, en milieu aqueux, donc d'où la bicouche lipidique de la membrane plasmique, vu que le corps est constitué d'eau. Alors, dans ces lipides, nous retrouvons donc les phospholipides, qui sont dérivés du glycérol. Donc, on a le glycérol ici, et c'est le, le lipide majoritaire dans la membrane plasmique. Il a une partie apolaire, donc avec ces deux acides gras ici, donc qui forment une queue hydrophobe, et une partie, une tête polaire, donc avec la composition du glycérol, phosphate et choline, qui eux est plus attiré par l'eau, donc qui sera au contact des milieux extérieurs ou de la membrane ou du cytoplasme. Ensuite, on a deux autres lipides, donc la sphingomyéline, qui est dérivée de la sphingosine. Souvent, on a le nom de la molécule spécifique dans le schéma. Là, par exemple, sphingosine, avant, on avait le glycérol. Donc, on a une partie qui est la queue qui est apolaire. Donc, on garde toujours cette base d'acide gras, qui est un lipide classique, qui est toujours apolaire. Et on rajoute la sphingosine dessus, qui est semi-apolaire. Enfin, vu qu'on voit qu'elle a une transition, mais il faut retenir qu'elle est apolaire. Donc ça forme la queue hydrophobe et la tête polaire, donc avec la choline et le phosphate, euh, comme la dernière molécule. Et ensuite, le glycosyl phosphatidyl inositol, ou le GPI, pour simplifier la vie, lui est dérivé de l'inositol, donc au lieu qu'il y ait de la sphingosine ici ou du glycérol comme tout à l'heure, ben, on aura un groupement inositol, voilà, qui est un alcool. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Je pense pas, je vois personne en discussion. Non, c'est bon, ok, parfait. Vous me dites si je vais trop vite, je peux un peu ralentir. Hop. Ok. Donc, ensuite, on a le cholestérol. Donc, le cholestérol, c'est un peu une molécule pas spéciale dans la membrane plasmique, mais qui fait un peu la différence, notamment par ses trois rôles. La fluidité, qui permet d'agir sur la fluidité de la membrane plasmique, donc qui sera plus ou moins fluide ou rigide. Sa stabilité mécanique, et c'est aussi un constituant majeur des radiolipides. Donc on va voir tout ça. Euh, je pensais qu'on allait voir tout ça. What the fuck. Donc il faut retenir ces trois rôles. Euh, je crois qu'on va le voir après dans l'architecture. Donc le cholestérol jouera aussi un rôle euh, dans l'architecture, notamment sur la rigidité en fonction de la température et tout. On va le revoir tout à l'heure en focus. Et ensuite, on a les protéines, qui est l'avant-dernière molécule de la membrane plasmique, donc qui constitue environ 50% du poids sec de la membrane plasmique. Et on a trois types de protéines. Donc on va avoir un petit schéma ici. Bon, on a les premières protéines qui sont les protéines intégrales. Le prot, c'est protéines, hein, j'ai juste réduit pour que ça rentre dans la diapositive. Donc les protéines intégrales, on voit qu'elles ont un groupement qui traverse euh, la membrane plasmique. Donc ça, c'est un groupement d'acides aminés de 15 à 20 acides aminés en hélice alpha pour s'accrocher dans la membrane plasmique. Donc on en a plein ici en exemple. On a par exemple les protéines, les récepteurs aux protéines G qui ont 7 groupements alpha. Donc ce sont des protéines intégrales. On a aussi les protéines ancrées avec des acides gras qui sont pas totalement, on peut voir, ils sont pas totalement dans la membrane plasmique, ils sont partiellement, ou alors totalement à l'extérieur, et ils sont juste retenus par un acide gras.
comme la cavéoline ici. Donc ça, c'est une molécule de cavéoline. Vous allez l'avoir souvent en biologie cellulaire. Et elle intervient dans de nombreux processus. Et donc la cavéoline est une protéine ancrée. Parce que des fois, il peut y avoir des ambiguïtés. Vous allez voir, certains disent que c'est intégral, d'autres c'est ancré. Moi, j'ai retenu que c'était ancré. Donc voilà. Et enfin, les protéines périphériques. Donc celles-ci ne sont pas en contact avec la membrane plasmique. Elles sont autour, d'où leur nom. Et on a donc des petites protéines qui se baladent ici à droite à gauche. Hop. Alors, la synthèse des protéines de la membrane plasmique. Donc, on a 3 types de protéines, on a vu, et ces 3 types de protéines sont formés, sont synthétisés par différentes instances, on va dire, de la cellule. On a les protéines intégrales et ancrées qui ont le même processus de synthétisation, donc en passant par le réticulum endoplasmique granuleux. Ok, attendez, il y a une question, désolé. Le côté intérieur de la membrane est hydrophile ou hydrophobe? Le côté intérieur, vu que c'est une bicouche, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la membrane plasmique, ça sera hydrophile, vu que le corps est constitué d'eau. Et c'est l'intérieur de la membrane qui sera hydrophobe, avec les queues apolaires des molécules. On verra ça dans l'architecture. J'ai pas mis de schéma pour le moment. Et dans l'architecture, vous aurez un schéma et vous comprendrez. Voilà. Donc, on revient sur la synthèse. Avec les protéines intégrales et ancrées, on a donc le même lieu de synthèse, donc les réticulums endoplasmiques. Vous allez le voir avec tout ce qui est système endomembranaire. Donc, il va se former dans le REG, qui va ensuite envoyer cette protéine via le flux membranaire vectoriel permanent. Donc, en gros, c'est un flux qui part du réticulum endoplasmique vers la membrane plasmique. Donc, il va vers l'extérieur de la cellule. Et destination, donc c'est le milieu extramembranaire ou transmembranaire. Donc, notamment, on a vu pour les protéines intégrales, ça traverse la membrane, donc transmembranaire, et extramembranaire pour certaines protéines ancrées, comme on a vu tout à l'heure, comme la cavéoline ou autre. Ensuite, les protéines périphériques. Donc là, petite différence, ça part des ribosomes cytosoliques. Donc, ce ne sont pas des ribosomes du REG. Merde, hop. Ce ne sont pas des ribosomes du REG et ils sont formés dans le cytosol tout simplement par, comme, comme une traduction classique. Et après, ils sont ancrés temporairement à la membrane plasmique, puis seront relâchés autour de la membrane plasmique. Ces périphériques qui ne sont pas accrochés à la membrane plasmique après. Ok. Ouais, c'est un peu spécial, hein, les périphériques, mais c'est pas le plus important à retenir, c'est pour ça que je passe vite dessus. Et ensuite, dernière molécule qui compose la membrane plasmique, c'est les sucres, donc qui composent 5 à 10% du poids sec. Caractéristiques à retenir ils sont toujours situés sur la partie extracellulaire. Donc on n'aura jamais des sucres dans le cytoplasme, ça sera toujours à l'extérieur de la membrane plasmique. Donc c'est parce qu'il y a une différence entre il y a un côté qui est plus oxydant que l'autre, nous le verrons tout à l'heure. Je ne sais pas si j'ai mis le schéma juste après. Non. On le verra tout à l'heure, mais les sucres peuvent être que sur une partie de la membrane plasmique que l'autre. Donc les sucres ont différents rôles, notamment ils confèrent une charge électrique à la membrane plasmique, avec le côté oxydant et réducteur que l'on verra tout à l'heure. C'est aussi des molécules de membranaires d'adhérence. On verra aussi dans les 4 rôles de la membrane. Dans les 4 rôles majeurs de la membrane plasmique, on verra les molécules membranaires d'adhérence avec la CAM, SAM, intégrine, etc. Ce sont aussi des antigènes des groupes sanguins et ils composent aussi la composition des protéoglycanes. Bon, ça, c'est des petits trucs en plus, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils sont toujours situés en extracellulaire. Voilà. Hop. Donc, l'architecture. Alors, voilà pour la personne qui me demandait tout à l'heure le côté apolaire et polaire. Donc ici, on voit une membrane plasmique en schéma. Ça, c'est pas un schéma du coup, hein, je précise. C'est tiré d'Internet.
Donc tout ce qui est petites boules bleues, là, c'est le côté polaire, donc ça sera en contact avec de l'eau. Et tout ce qui est le fin fil, les petits filaments dessous, c'est les acides gras, donc c'est le côté apolaire de la membrane plasmique. Et on voit bien cette bicouche, donc avec une couche extérieure et une couche intérieure. Et l'ensemble, du coup, va former une bicouche asymétrique. Donc asymétrique parce que là, ben, par exemple, on a une protéine ici, mais on l'aura pas en face. Elle traverse pas totalement. Du coup, c'est asymétrique. Voilà, c'est pour donner un petit tips. Et du coup, on voit donc cholestérol, il y a les protéines, et on retrouve aussi des glucides. Et les glucides, on les voit que dans le versant extracellulaire. Donc, on les voit pas dans le versant intracellulaire. Et ce qui montre aussi encore une partie de cette asymétrie de la membrane plasmique. Je suis passé un peu vite. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Ok, parfait. Donc, dites-le moi si vous m'entendez mal, vu que je sais pas si mon micro marche bien. Voilà. Alors, donc là, on va passer sur l'architecture de la membrane plasmique et on va voir point par point, donc notamment les points que l'on a vus, donc la symétrie, la bicouche, etc. La symétrie, donc comme je l'ai dit à l'instant, on voit que tout simplement il y a des choses que l'on voit à l'extérieur de la cellule, notamment les glucides, que l'on ne voit pas à l'intérieur. Déjà un point de la symétrie de la membrane plasmique. Sur le versant extracellulaire, donc on a aussi la formation de ponts disulfure, très important, qui se situe que en extracellulaire, d'oligosaccharides, donc présence de sucre, présence de ponts disulfure en extracellulaire et les encres GPI. Ça, c'est moins important, mais retenez les ponts disulfure et les oligosaccharides, présents uniquement en extracellulaire. Et sur le versant cytosolique, on aura les protéines périphériques, euh, voilà, cytosoliques, donc qui interagiront avec le cytosquelette, comme on le voit ici. Voilà pour ce petit schéma. Je vais aussi revenir sur le côté oxydant et réducteur que j'ai abordé notamment via les sucres. On remarque que les sucres sont uniquement présents en côté oxydant, c'est à retenir. Ça peut tomber en QCM, ça, les sucres sont présents uniquement en milieu réducteur, c'est faux, ça sera en côté oxydant. Voilà. Attention à cette petite subtilité que j'ai pas trop mentionné avec les sucres, mais qui est très importante. Vous retrouverez des sucres uniquement en oxydant, sauf exception, vous le verrez avec le système endomembranaire, heu, mais ça sera toujours comme ça. Alors, les mouvements donc de la membrane plasmique, ensuite, 3 facteurs qui conditionnent, sa fluidité. La température, donc si elle augmente, alors il y aura des mouvements plus rapides. Heu, Quand on parle de mouvement, je sais pas si vous voyez un petit peu tout ce qui est, comment ça s'appelle? Par exemple, un lymphocyte, heu il va se déplacer. Je sais pas si vous avez vu des fois des vidéos où vous voyez une cible se déplacer rapidement. Bah, c'est un peu grâce, à la membrane plasmique qui se déplace. Il y a d'autres systèmes qui entrent en jeu, mais ça permet de visualiser les mouvements de la membrane plasmique. Donc la température influe, si elle augmente, ça sera plus rapide. Heu, Ensuite, il y a la quantité de cholestérol. Donc au plus il y a de cholestérol, au plus ça sera rigide et la nature des phospholipides. Donc les phospholipides ont un rôle majeur aussi dans la fluidité, vu que c'est eux qui composent à plus de 50 le poids sec de la membrane plasmique. Voilà. Donc ça, c'est retenir les 3 facteurs, la température, la quantité de cholestérol et la nature des phospholipides. Donc, les mouvements, on va aller, plus en détail, donc notamment dans les mouvements de la composition des des compos des composants de cette membrane, notamment avec les lipides. On a 3 types de mouvements à retenir, la diffusion latérale, donc c'est juste, ils bougent horizontalement, d'où la flèche. La rotation sur place, donc ils tournent sur eux-mêmes,
C'est vraiment, faut pas chercher loin. La rotation sur place, ça tourne sur lui-même. Et le flip-flop, par contre, plus technique, on intervertit les feuillets. Donc le feuillet du bas va passer en haut et celui d'en haut va passer en bas. À retenir que ça consomme de l'énergie, le flip-flop, et que vous allez le revoir, ce mécanisme, notamment dans le système endomembranaire. Euh, je ne vais pas plus vous le dire en détail, mais vous allez le revoir en système endomembranaire. Et il faut savoir que ce flip-flop est uniquement pour les lipides. Vous n'allez pas avoir de flip-flop pour les protéines. Le feuillet, alors un feuillet, je ne sais pas si vous voyez ma souris, j'avoue que le feuillet, en gros, c'est une partie, c'est cette partie. C'est juste, par exemple, vous voyez le rectangle là, bah, c'est toutes les molécules qui sont après, c'est ce rectangle-là. Ça, c'est un feuillet, et vous avez le deuxième feuillet qui est juste en dessous, qui est composé aussi de, de ça, voilà. Et l'ensemble forme deux feuillets, et les deux feuillets forment la membrane plasmique. Voilà. Donc, changement de feuillet, donc ce feuillet-là, le feuillet d'en haut passera en bas, et celui d'en bas passera en haut. Mais c'est pas obligé que ce soit sur toute la membrane plasmique, hein, c'est sur une courte période. Voilà. Hop. Euh, les mouvements des protéines, du coup, après les lipides. Euh, donc, très important, attention, le flip-flop, c'est que pour les lipides. Donc, parlez pas, si vous voyez, parmi les trois mouvements des protéines, il existe la diffusion latérale, la rotation et le flip-flop, c'est faux. Il n'y a pas de flip-flop pour les protéines. C'est aussi un piège qui peut tomber. Chez les protéines, c'est le capping. Euh, donc, le capping, c'est juste un rassemblement de protéines vers un même point. Donc, on voit aux flèches. Donc, on voit que ça se rejoint. C'est c'est tout bête. Voilà. C'est pas le plus important, honnêtement, mais il faut juste retenir qu'il n'y a pas de flip-flop et que c'est le capping chez les protéines. C'est vraiment un piège bête et ça peut vous faire gagner des points. Et on retrouve aussi la diffusion latérale, donc même principe que les lipides, et la rotation, même principe que les lipides. Voilà. Hop. Et ensuite, toujours les protéines. Euh, il y a quatre facteurs qui limitent les mouvements des protéines. Alors, les lipides, il n'y en avait pas. Et là, par contre, les protéines, il y en a. Donc, la première, c'est l'interaction avec le cytosquelette. Euh, vous verrez que notamment tout ce qui est protéines RCPG, donc récepteurs couplés aux protéines G, vu que c'est couplé aux protéines G, les protéines G, c'est quelque chose qui fait partie du cytosquelette. Alors, il y aura des interactions et ça pourra limiter du coup les mouvements des protéines. Pareil avec n'importe quel récepteur, souvent les récepteurs, c'est des protéines et les récepteurs vont pas trop bouger. Enfin, vu qu'ils sont souvent reliés avec le cytosquelette. Les interactions avec le milieu extérieur via la matrice extracellulaire, pardon, et via le SAM. Donc le SAM, c'est une protéine qui va permettre de reconnaître notamment la membrane basale et la matrice extracellulaire. C'est une protéine de reconnaissance. On le verra dans les rôles de majeur de la membrane plasmique plus en détail. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que si elle est là, il n'y aura pas trop de mouvement. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus là-dessus, hein. J'essaie de trouver des petits trucs en plus à chaque fois, mais c'est juste que dans le cours, on en parle un peu et on en parle plus loin, plus en détail. Je vais pas plus vous enfoncer avec des informations inutiles. Les interactions donc, entre protéines membranaires, donc ça c'est logique aussi. Euh, Notamment, ben, rôle l'exemple des protéines G et des RCPG. On a les RCPG qui vont interagir dès qu'ils ont un ligand avec une protéine G, et l'ensemble va faire qu'il y aura moins de mouvements possibles. Et ensuite, interaction entre deux protéines portées par deux cellules voisines. C'est deux cellules, notamment avec les jonctions et tout ce qui est CAM. Donc les CAM, c'est des molécules d'interaction.
c'est des molécules qui interagissent entre deux cellules. Donc on les verra aussi tout à l'heure comme les SAM. Voilà pour cette partie. Est-ce que vous avez des questions pour cette partie qui est un peu complexe? Je peux pas trop rentrer dans les détails parce que ça va spoil la suite du cours, mais j'ai envie de rentrer un peu dans les détails pour la compréhension. Donc je suis un peu dans l'ambiguïté. C'est pas de questions, je passe. Non, ça va. Parfait. Ok. Donc, ensuite, modification de la composition chimique par disparition ou clivage enzymatique. Une longue phrase pour dire pas grand-chose. Donc, on a des protéines et des glycoprotéines, on les a vues dans la membrane plasmique. Et ces protéines et glycoprotéines pourront être clivées par des protéases. Jusque-là, tout va bien. Notamment quand vous voyez ASE, protéase, lipase, c'est que ça clive. Donc là, clivé par des protéases via ADAN et MMP. Donc ce sont deux protéases, métalloprotéase et ADAN, c'est pas important de retenir, mais c'est deux molécules que vous retrouvez sur les schémas, notamment, et qui vont participer au clivage des protéines et à la régulation des signaux de la cellule. Donc, c'est des molécules importantes, notamment pour la vie de la cellule et pour la vie du tissu dans lequel la cellule se situe. Clivage, alors, clivage, c'est je coupe la protéine. Genre, le clivage, c'est couper ou c'est je désintègre la protéine. Ça dépend du style de clivage, mais le clivage, c'est je coupe la protéine et ce qui va former une chaîne d'acides aminés ensuite. Est-ce que c'était clair ou je redonne un autre exemple? Ok, parfait. Et ensuite, les lipides, donc eux aussi vont être clivés, mais par des phospholipases. Euh, Normalement, on voit ça juste après, enfin dans les diapositives suivantes. Mais même principe, il y aura un phospholipase qui va cliver un lipide, et ce lipide va pouvoir donner par exemple deux morceaux de lipides, et ces morceaux de lipides pourront servir de signaux pour la cellule, soit pour libérer une quelconque molécule, donc par exemple du calcium, ou alors pour donner un signal d'alerte à d'autres cellules. Ça, vous verrez ça notamment dans le chapitre des signaux et des signaux intercellulaires, de la communication intercellulaire. Je vais chercher le nom. Voilà, oula, gros schéma, n'ayez pas peur. Ça permet un peu de fixer toutes les idées en tête parce que souvent, le texte, ça aide pas. Alors, par quoi va-t-on commencer? En orange, vous voyez qu'il y a des protéases. Protéases cytosoliques, protéases transmembranaires ou intramembranaires et protéases extramembranaires. Voilà. Vous avez trois types de protéases, donc on retrouve ADAN et MMP qui vont plus cliver en extracellulaire. Donc on les voit là, à l'acte. Des protéases cytosoliques, dont les caspases. Euh, donc les caspases, vous allez les retrouver avec la mitochondrie. C'est celles qui vont cliver, qui vont être libérées par la mitochondrie pour l'apoptose, notamment avec le précurseur pour caspase. Et les protéases intramembranaires que vous allez retrouver dans le système endomembranaire, notamment lors de la traduction des protéines, euh, la traduction de l'ARN en protéines. Il y a une protéase qui va cliver en transmembranaire la protéine partiellement traduite, ce qui va permettre de mettre fin à la traduction. Vous allez voir, je rentre pas plus dans les détails, mais c'est pour donner un petit indice de à quoi elles servent, parce que vu comme ça sert pas à grand-chose. Et ensuite, on a les phospholipases, ou les lipases qui sont représentés en violet. Donc on en a sur le versant extracellulaire, euh, ici. Je n'ai pas plus de détails à dire. Et, et aussi dans le versant intracellulaire. Désolé, je galère un peu. La version extracellulaire avec la phospholipase qui va cliver la phosphoinositide. Et ça, vous allez le voir, c'est notamment très important dans la communication intercellulaire.
avec les deux signaux, donc le diacylglycérol et l'IP3. Diacylglycérol, c'est le DHG, et l'IP3, c'est l'inositol triphosphate. L'IP3 va servir notamment pour libérer le calcium, si je me souviens bien. Et il va avoir un rôle donc, des, dans la régulation des signaux et de tout ce qui est sécrétion, sécrétion, tout ce qui est sécrétion hormonale de la cellule, entre autres. Voilà pour ce schéma. De toute façon, le diapo sera fourni et la vidéo sera mise sur YouTube aussi, je préviens. Si certains veulent retourner sur des points, je peux passer assez vite sur certains points, mais c'est juste que j'ai peur de pas terminer à temps, donc je trace un peu. Alors, augmentation, donc on passe à une autre étape, c'est l'augmentation de la surface d'échange avec le milieu extracellulaire. Certaines cellules donc peuvent participer de connaître des j'ai pas compris le mot. Je pense que c'est le correcteur qui a dû faire n'importe quoi. Ah oui, oui, les schémas peuvent tomber au concours. Les schémas peuvent tomber au concours, j'ai oublié de le préciser, mais vous aurez normalement les profs vous donnent un poly en octobre avec les schémas qu'il faut apprendre et vous devez tous les apprendre. De toute façon, les schémas, le côté pratique, c'est que ils vont vous permettre de comprendre le texte qui est des fois un peu indigeste. Là, j'avoue que j'ai mis peu de schémas pour le moment, ce qui peut vous paraître un peu indigeste. Je suis désolé, mais les schémas où ils sont à apprendre par cœur, ils peuvent ou non tomber, mais en tout cas, ils sont très utiles pour la compréhension des chapitres. Voilà. Donc, différentes régions peuvent participer à ces surfaces d'échange. Un schéma complété ou à comprendre. Alors, ça sera souvent un schéma avec des nombres à la place des endroits à deviner. Enfin, je sais pas si j'ai un exemple plus tard. Je vais voir si j'ai un. Je spoil un peu, mais j'essaie de voir si j'ai un exemple. Voilà. Donc en gros, ça sera un schéma de ce style, si vous voyez tous. Donc vous aurez un nombre qui ira vers une zone et vous devrez connaître cette zone pour deviner le nombre. Enfin, par exemple, le 1, ça sera la bande complète, mais ça sera pas marqué sur le sujet. Genre, ça sera 1. Et dans les QCM, vous aurez le numéro 1 et, par exemple, une bande incomplète. Genre, ça sera ça en QCM. Ou alors, la partie 2 et le réticulum endoplasmique. Ça sera sous cette forme au concours. Après, je crois que ben, du coup, le thème propose des schémas blancs pour s'entraîner, euh, où vous devez remplir à la place des pointillés, donc le nom, ce qui va vous entraîner. Et la fac, par contre, vous donne juste un poly de schéma avec tout dessus. Donc sans le numéro, c'est genre juste vous avez le nom vous avez bande complète. Et après voilà, vous vous débrouillez. C'est juste ça ça se passe juste comme ça. Donc je vais essayer de retrouver ma partie. Euh, hop, j'espère que j'étais clair. C'était un peu, mon explication était un peu farfelue. Hop, désolé, je bois un peu d'eau. Je débite. Alors, différentes régions peuvent participer à ces surfaces d'échange. Donc on revient sur notre petite architecture avant de passer à l'étape supérieure. On a les cils sur la cellule. Donc vous retrouverez certaines cellules ciliées. Euh, j'ai pas d'exemple là qui me viennent à l'esprit. Si quelqu'un a un exemple, qu'il le propose dans le chat. Des microvélocités ou des stéréociles. Ça aussi, ça permet d'accroître la surface d'échange. Ça, ben, c'est notamment au niveau tout ce qui est intestin. Vous verrez que les cellules de l'intestin sont composées de microvillosités. Donc, les microvillosités, c'est des genres de vagues. Je sais pas comment dire ça.
Euh, En soi, j'aurais dit oui. Hmm, oui, oui, c'est ça. Donc voilà, les microvillosités, ben, ça se retrouve au niveau de l'intestin pour accroître l'absorption des nutriments, entre autres. Si certains ont fait la SVT, je pense que vous avez des souvenirs de ça. Et ensuite, les replis du pôle basal, même principe, hein, au lieu que ce soit version pôle enfin, apical pour l'intestin, ça sera pôle basal pour accroître, ben, par exemple, la surface d'échange avec le sang, notamment pour les cellules endocrines. Plus elles auront de surface d'échange, plus ça sera facile de sécréter. Voilà. Donc ça, c'était la petite partie d'architecture. Maintenant, on passe au 4 rôles majeurs. Petite partie longue, euh, mais ça va bien se passer. Il nous reste combien de temps? Ça va. Alors, les 4 rôles majeurs de la membrane plasmique, donc l'adhérence des cellules entre elles et à la matrice extracellulaire. J'ai abordé tout à l'heure 2 types de molécules d'adhérence, donc notamment le CAM ou l'ACAM, donc la molécule d'adhésion cellulaire, pour la traduction, qui permet l'adhésion entre cellules, et le SAM, donc la molécule de substrat d'adhésion, enfin la substrate adhesion molécule, avec mon magnifique accent, euh, qui permet l'adhérence à la matrice extracellulaire, donc on l'a vu tout à l'heure, mais aussi à la lame basale. Vous la retrouvez notamment, je ne sais pas si vous faites de l'histologie en, en LAS, mais notamment sur tout ce qui est ben, épithélium. Quand vous allez voir la peau, la composition de la peau avec tout ce qui est épithélium, lame basale, vous allez voir ben, que la lame basale est est reliée aux cellules via les SAM et via d'autres constituants. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas utile pour ce cours. Mais voilà. Donc les CAM, pour retenir, c'est entre cellules et les SAM, c'est entre matrice extracellulaire et lame basale. Donc attention, c'est différent. Il existe 4 superfamilles de cellules, ouais, de molécules. Donc les immunoglobulines. Donc ben, les immunoglobulines, vous les connaissez par les anticorps, je pense. Et là, vous allez les connaître ben, par les molécules d'adhérence aux cellules. Et certaines sont calcium indépendantes. Donc, faut faire gaffe. Vous les avez sur le schéma, notamment sur certains schémas qu'on va voir, vous allez voir un petit calcium qui va se rajouter, c'est qu'il a besoin de calcium. Donc là, calcium indépendante, c'est que elles n'ont pas besoin de calcium normalement. Les cadérines, les sélectines et les intégrines, donc on va tous les voir en revue, là c'est juste pour vous les exposer. Et maintenant on va les voir. Et on va les voir après. On va les voir, c'est juste après. 2 critères fonctionnels, donc nécessité ou non d'ion calcium, comme on l'a vu avec les immunoglobulines, donc notamment dans le milieu extracellulaire, et leur présence ou non dans la membrane plasmique, parce que certaines peuvent exister, mais pas dans toutes les cellules. Ou alors certaines doivent être activées avant d'être pouvoir utilisées. Alors, petit exemple avant de commencer la revue en détail. On a donc les SAM qui sont en lien avec la matrice extracellulaire qui est, et la lame basale. Donc, comme on les retrouve ici, qui peuvent émettre des signaux s'il y a un changement dans la lame basale, s'il se passe quelque chose. Notamment, ces cellules sont très importantes dans tout ce qui est processus de tuméfaction, donc tout ce qui est cancer. C'est souvent, ça peut être parfois cancer métastatique. Il peut y avoir un problème notamment au niveau des molécules d'adhérence, une perte d'adhérence, et donc les cellules s'en vont. Et c'est là qu'interviennent du coup les métastases. Donc les CAM, on voit que c'est entre cellules et pas entre matrice extracellulaire et cellules. Et les SAM, c'est entre matrice extracellulaire et cellules. Voilà, pour ce schéma, c'est juste pour visualiser comment et où sont ces 2 molécules que sont les CAM et les SAM. Alors,
Maintenant, c'est parti pour le petit catalogue des molécules. Donc, on commence par une CAM de la superfamille des immunoglobulines, donc IG immunoglobulines. Donc, c'est les NCAM, ce petit nom NCAM. Donc, immunoglobulines, on reconnaît notamment les boucles qui sont représentatives spécifiques des immunoglobulines. Donc, c'est une glycoprotéine transmembranaire. Elle traverse la membrane, tout simplement. On a une partie cytoplasmique et une partie extracellulaire des immunoglobulines, comme je l'ai dit, comme ça, avec un point disulfure ici. Il y a des interactions avec du calcium, mais attention, calcium indépendante. Immunoglobuline, calcium indépendante, faut faire gaffe. C'est uniquement la base qui est calcium dépendante. C'est uniquement, c'est spécifique. J'avoue que là, j'explique, mais je pense que vous avez du mal. Mais c'est uniquement les boucles qui sont indépendantes, donc la partie immunoglobuline. Et en dessous, on a la partie intégrine, qui est calcium dépendante, pour l'adhérence. Je peux réexpliquer si vous n'avez pas compris. Ok, oui. Désolé. Alors, on a l'histoire des boucles caractéristiques. Donc ça, c'est les boucles caractéristiques, c'est spécifique aux immunoglobulines. C'est ce qui représente la famille des IG, donc des immunoglobulines. À chaque fois que vous voyez ça, un enchaînement de boucles ou juste une boucle, c'est une immunoglobuline. Désolé, j'ai du mal à le dire. Donc là, c'est spécifique. Donc d'autres molécules de la superfamille des IG auront ce motif, ce pattern. Donc ça, jusqu'à là, c'est notre NCAM. Et en dessous de la NCAM, on a l'intégrine, pardon, l'intégrine qui permet l'adhérence de la NCAM avec la cellule. C'est c'est poussé, mais vous aurez le temps de le revoir ça. Donc en gros, l'immunoglobuline, pour avoir une adhérence, a besoin d'une intégrine. Euh, je ne sais pas si c'était plus clair, mais c'est c'est assez complexe comme ça. Mais le but, c'est juste de vous dégrossir le cours, comme ça vous arrivez en LAS et vous avez moins de soucis pour comprendre. Et donc on retient que l'immunoglobuline est indépendante du calcium avec les autres molécules. Donc si notre molécule vient et se colle à la partie immunoglobuline, elle n'aura pas besoin de calcium. Par contre, si notre molécule, par exemple, se greffe ici, elle aura besoin de calcium. Donc si elle se greffe à partir de l'intégrine, elle aura besoin de calcium. Un peu du sport là. Bon, voilà pour cette partie. Je vais pas plus passer en détail. J'ai plus l'impression de vous embrouiller qu'autre chose. Ensuite, on passe avec les cadérines. Donc là, on n'est plus dans les immunoglobulines, on n'a plus les boucles. Vous voyez, il n'y a plus l'espèce de motif de boucle. Là, on est sur juste une protéine simple, euh, un genre de bâton. Et les cadérines sont les composants majeurs des jonctions cellulaires, vous les verrez souvent. Donc elles interagissent notamment avec les intégrines qui sont calcium dépendantes et les autres cadérines qui sont aussi calcium dépendantes. Donc présence de calcium indispensable pour l'adhérence. S'il n'y a pas de calcium, alors il n'y a pas d'adhérence, donc perte d'adhérence, et donc les cellules ne sont plus collées et peuvent partir. Donc on revient à notre problème de métastase. Et ces molécules peuvent être clivées par ADAN et MMP, on les a vues tout à l'heure. Donc c'est une protéine, notamment grâce à ADAN. Elles permettent la transduction mécanochimique, donc via les plaques denses, on les verra juste après, et, et vont pouvoir agir sur le cytosquelette. Donc le schéma dit tout, transition mécanochimique, plaque dense, jonction adhérence et cytosquelette. Donc on le verra après ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la cadérine est calcium dépendante avec n'importe quelle molécule. Et donc elle a besoin de calcium tout le temps. Les sélectines. Alors, on la voit moins souvent,
Faut retenir que ça petite question. Alors, heu, le calcium dépendant, c'est, une molécule qui a toujours besoin de calcium. Enfin, elle a besoin de calcium pour fonctionner, en tout cas. Pas tout l Elle a pas Non, toujours besoin de calcium, c'est faux. C'est Elle a besoin de calcium pour fonctionner. Elle est calcium dépendante, c'est que pour fonctionner, elle a besoin de calcium, c'est son essence. Indépendante, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de calcium pour fonctionner, elle fonctionne autrement. Notamment les immunoglobulines, elles sont indépendantes. Elles n'ont pas besoin de calcium pour fonctionner car leur boucle va servir de d'adhérence, en fait. C'est plus technique, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est les boucles qui permettent de l'adhérence. Et indispensable, ben, là, c'est qu'elles sont donc dépendantes et qu'elles ont en plus besoin tout le temps de calcium. Voilà. J'ai peut-être, mal prononcé certains mots, je suis désolé. Heu, mais en tout cas, dépendante, c'est que ça a besoin, indépendante, c'est ça n'a pas besoin et indispensable, c'est que ça a tout le temps besoin. Mais vous verrez rarement indispensable, c'est tout le temps dépendant ou indépendant. Donc voilà. Donc, les sélectines reconnaissent les adressines et là, elles sont du coup calcium indispensable. C'est que c'est pour fonctionner, elles ont besoin de calcium, genre tout le temps. Donc elles sont calcium indispensables et donc par conséquent, elles sont calcium dépendantes. Heu, c'est le la condition, de toute façon, si c'est indispensable, c'est que c'est dépendant, ça va avec. Mais dépendant ne veut pas dire indispensable. Attention, ça marche dans un sens, mais pas dans l'autre. Donc, le calcium est indispensable, pour le fonctionnement de cette protéine et donc elle est dépendante et elle peut être aussi clivée par ADAN et AMP et cetera. Le signal, c'est un signal mécanique, heu, par exemple, une exocytose ou je sais pas, quelle autre fonction mécanique, de la membrane plasmique. Tout ce qui est exocytose, et j'ai oublié l'autre nom. Tout ce qui est, mouvement de la membrane plasmique avec perte et gain de matière, on le verra après. Donc, elle s'insère par exocytose et voilà. Donc ça, c'était juste un petit détail. Bon, la sélectine, c'est pas la plus importante, hein, passez pas 10 ans dessus, ne vous inquiétez pas. Et ensuite, les intégrines, ça, c'est une grosse molécule que vous allez voir souvent. Donc, elles sont activables, c'est-à-dire que de base, elles ne fonctionnent pas, donc elles doivent être activées pour fonctionner. On retrouve 2 sous-unités, une sous-unité bêta et une sous-unité alpha qui comporte un pont disulfure. Donc on va dire que, ben, alpha, pont disulfure et bêta, il y a rien. J'ai pas trouvé de moyen mémotechnique pour vous aider et donc, on les retrouve notamment sur la matrice extracellulaire et la lame basale. Donc, ça sera souvent des vous avez vu les SAM qu'on a vu tout à l'heure? Bah, ça sera souvent composé d'intégrines, vu qu'elles se retrouvent au niveau de la lame basale. Voilà, donc exemple, heu, c'est pas très joli, mais on voit une intégrine, donc ça, c'est l'intégrine avec le feuillet alpha, le feuillet bêta, calcium dépendante, donc elle a besoin de calcium pour l'adhérence. Ça, la fibronectine, c'est, quelque chose du cytosquelette, c'est une molécule du cytosquelette qui va permettre, d'avoir une structure à la cellule et on voit que le cytosquelette enfin, que l'interaction de la ouh là, j'ai mal dit un truc, désolé, je reprends du début. J'ai inversé le schéma, si même moi je m'y perds, je vais pas vous aider. Donc, on a l'intégrine ici, alpha, bêta, on repart de zéro, qui est calcium dépendante pour, tout ce qui est, interaction et tout ce qui est, accroche, tout ce qui est jonction. Donc la fibronectine, on est sur le milieu extracellulaire. Désolé, oubliez ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était pas le cytosquelette, c'est le milieu extracellulaire. Donc la fibronectine va permettre, de former la lame basale. J'ai totalement disjoncté. Donc ça va permettre de former la lame basale et l'intégrine va pouvoir interagir avec cette lame basale via, ben, le RGDS, c'est plus technique. Mais voilà, c'est un exemple.
Et ensuite, elle va pouvoir interagir avec le cytosquelette. Donc, un changement au niveau de la lame basale va avoir des conséquences sur le cytosquelette, les protéines G et les protéines kinases. Voilà, bon, ça, c'est un schéma juste d'information. Hop, OK. Donc, on a donc l'intégrine, c'est cette molécule. On a vu sous-unité alpha pont disulfure, sous-unité bêta. Calcium dépendante pour tout ce qui est interaction avec la matrice extracellulaire et la lame basale. Elles peuvent être clivées et peuvent interagir par Adam, ici et ici, donc cliver et interagir. Elles peuvent interagir avec les CAM immunoglobulines, comme on les a vus tout à l'heure, et les cadérines. Là, le calcium est aussi indispensable pour son fonctionnement, vu qu'elle doit être activée. Présente, mais doivent être activées, c'est très important. Dans certains QCM, vous allez voir qu'elles doivent être qu'elles sont actives d'office, alors que c'est faux. Faut faire attention à déceler le petit problème, c'est elles doivent être activées avant de pouvoir fonctionner. Elles sont pas utilisables d'office. Voilà. Donc petit point récap, voilà, hop, hop, hop. Je vais pas passer plus de temps dessus parce que j'ai pris un petit peu de retard avec la partie. Mais ce tableau, vous pouvez le retrouver sur le diaporama. Euh, donc il résume un peu tout ce que les KD, enfin, tout ce que les CAM et les SAM font. Donc tout ce que les protéines qu'on vient de voir font. Donc avec l'adhérence en calcium, leur dépendance, la présence, si elles doivent être activées ou non, et les particularités. Voilà. Donc ça, vous le retrouverez. Je vous laisse dans le diapo et on passe à la partie suivante. Donc, parmi les 4 rôles majeurs, on a les jonctions intercellulaires maintenant. Donc, elles sont présentes sur toutes les cellules, que ce soit des cellules épithéliales ou non. Présence de CAM, c'est-à-dire détermination de l'espace intermembranaire entre les deux cellules. On a vu que les CAM, c'était entre deux cellules. Attention avec la SAM, où c'était entre la cellule et la membrane et la lame basale. Domaine d'interaction entre la membrane plasmique et le cytosquelette. Et domaine de transduction mécanochimique. Donc, elle peut faire passer un signal. Ces jonctions intercellulaires peuvent permettre de faire passer des signaux entre cellules. Donc voilà, on se retrouve avec le schéma. Donc morphologie, donc ça c'est la cellule, c'est un peu polymorphe. Et on retrouve 3 parties importantes. De 1, la bande complète, ici en gris foncé, qui s'appelle la zonula. Soit bande complète, soit zonula, vous allez retrouver les deux. Les taches, donc quand on parle de taches, on parle de macula. Notamment entre les cellules, on parlera de desmosome ou de jonction gap. Donc les desmosomes sont des points importants, notamment pour la structure de la cellule. On y retrouve certaines molécules de structure. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous voyez le cytosquelette, vous allez revoir ces desmosomes. Et on retrouve aussi ces maculas au niveau de la lame basale, entre la lame basale et la cellule. Donc là, on appellera des hémidesmosomes parce qu'ils sont que sur une partie, que sur une cellule, vu que la lame basale n'est pas une cellule. Et la bande incomplète, la fascia. Donc là, je crois pas qu'elle apparaisse, mais elle est moins importante. Il faut juste retenir que macula et zonula. Donc zonula, la bande, ici, et macula, les petites taches, avec les desmosomes de cellule en cellule et les hémidesmosomes de cellules en lame basale. Donc, la largeur des espaces intercellulaires. Donc, il y a des espaces larges, avec les jonctions intermédiaires, les desmosomes et les hémidesmosomes. Les protéines ont une particularité d'avoir une partie extracellulaire longue. On retrouve notamment les camcadérines. Donc les cadérines, on a vu, c'était une longue tige qui faisait une pointe bizarre à la fin. Donc elles font partie de ces espaces larges. Et les cami-IG, donc avec les boucles, pour vous rappeler, qui font aussi partie de ces parties, de ces espaces larges. Et à l'inverse, on a les espaces étroits,
avec les jonctions serrées, les jonctions communicantes, donc les jonctions gap pour le schéma. Donc, protéines avec parties extracellulaires courtes, et là on retrouvera plusieurs protéines, donc les claudines, les occludines et les connexines. Et il faut savoir que ces 3 molécules, qu'on reverra un petit peu, mais pas trop en détail, parce que c'est pas très important pour votre cours. Enfin, c'est pas les plus importantes. Elles sont composées de 4 domaines transmembranaires, donc claudine, occludine et connexine, 4 domaines transmembranaires, très important. Ça peut tomber en QCM. Donc petit récap de vocabulaire, histoire de pas se perdre. Donc quand on parle de D3, on parle de jonction serrée avec zonula occludens, donc tight junction en anglais. J'ai évité de faire la traduction, sinon ça va être horrible pour vous d'entendre mon accent. Donc jonction serrée, c'est dans étroit, serré, étroit, ça va plutôt ensemble. Et les jonctions communicantes, donc tout ce qui est macula occludens ou gap junction, c'est aussi dans étroit. Il faut que ce soit bien serré pour pas perdre de molécules, par exemple, dans la communication. Et à l'inverse, on a les jonctions larges, donc avec les jonctions intermédiaires, zonula adhérence, et les desmosomes et imidesmosomes, donc les macula, donc macula adhérence. Voilà, ça c'est juste pour vous aider en termes de vocabulaire, c'est pas spécialement à savoir. C'était pour vous faciliter un peu plus la vie. Alors, les jonctions serrées. On a vu que dans les jonctions serrées, il y avait déjà, là on voit une jonction intercellulaire étroite, comparée à là où c'est large. On a une caractéristique des cellules épithéliales. Donc ça permet la séparation du pôle apical. Donc le pôle apical, ça peut vous paraître un peu barbare, c'est le sommet de la cellule. Donc celui qui, par exemple, dans l'intestin, est en rapport avec la lumière de l'intestin. Et ensuite, on a le pôle basal, qui est le pôle qui est en contact avec la lame basale, entre autres, et le pôle latéral. Donc c'est latéral, là on est sur une vue latérale. C'est la jonction du coup, entre le pôle apical, le pôle latéral et le pôle basal. Si vous voyez un carré, pôle apical, on descend latéral et en bas basal. Ça, c'est pour vous donner un petit peu une idée. Donc, au niveau de ces pôles, au niveau de ces jonctions intercellulaires étroites, on aura du coup une transition donc entre le pôle apical. Je répète un peu ce qu'il y a là, mais c'est pour que l'information rentre. Donc, séparation entre le pôle apical et les pôles basolatéraux. Donc, on se situe plus en haut de la cellule, parce qu'après, on va voir qu'il y a tout ce qui est hémidesmosome et desmosome qui sont dans les jonctions larges. Donc, il y a 4 points de jonction. Donc, les protéines à 4 domaines transmembranaires extracellulaires courts. Donc, on retrouve nos claudines et nos occludines, entre autres. Donc, à 4 domaines transmembranaires, on voit 1, 2, 3 et 4. Souvent, les schémas sont assez bien, assez représentatifs, parce qu'ils utilisent le même motif pour souvent les mêmes molécules. Et donc là, on a le même motif. Souvent, vous allez retrouver le même motif pour tout ce qui est transmembranaire. Donc là, vous avez 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, pas plus de choses à dire. Et entre du coup les points de jonction, euh, entre le domaine extracellulaire, entre points de jonction, protéines à domaine extracellulaire long, on retrouve les camcadérines. Donc on a vu qu'elles étaient longues. On les retrouve avec le motif longue tige et un peu incliné au bout. Ça, c'est les cadérines. Et on retrouve aussi les immunoglobulines, hop, ici avec leur boucle. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que je passe vraiment vite. Et ça peut être un peu problématique. Non. Ok, parfait. Donc bien évidemment, on a vu tout à l'heure que les camcadérines étaient calcium dépendantes. Donc on retrouvera du calcium à leur, inter... enfin, à leur rencontre pour qu'elles soient collées. Donc on retrouve du calcium pour les camcadérines, mais pas pour les immunoglobulines. Donc, euh, les jonctions communicantes, euh, donc on est toujours dans les jonctions étroites. Les jonctions communicantes ou gap junction, elles sont de forme arrondie.
Elle se situe à la face basolatérale, donc en dessous de ça, en dessous de cette partie, vu que là on est plus du côté apical de la cellule, donc plus au sommet de la cellule. Et on les retrouve notamment dans les neurones, avec les synapses, si vous voyez, vu que les synapses sont un peu la base de la communication neuronale. Donc jonction communicante, synapse, ça colle bien. Hop. Donc les connexines sont aussi à 4 domaines transmembranaires. Donc comme les occludines et les claudines, elles forment le trio. Donc les connexines forment ces jonctions communicantes. Euh, voilà, connexine, communicante, ça connecte les cellules. Faut essayer de se trouver des petits mémos techniques. J'essaie de voir. Et donc, on retrouve toujours entre les points de jonction les domaines extracellulaires longs, cadérine et immunoglobuline. Voilà, ça change pas. Bon, ça, c'est pour plus vous aider. Donc, jonction communicante, là, on voit par exemple euh, notre jonction communicante entre les deux cellules. On a là l'exemple de la connexine à 4 domaines transmembranaires que l'on retrouvera là. Et là, on retrouve le connexion, donc c'est sous-unités dans chaque membrane. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ces sous-unités vont permettre de réaliser ce- cette jonction communicante. Voilà. Et là, là, c'est pas représenté, mais dans l'espace intercellulaire, on retrouve aussi nos cadérines CAM, à calcium dépendante, et nos immunoglobulines. Voilà. Hop. Hydrophile de petite taille. Moins. Donc ces jonctions communicantes servent entre autres à faire passer des ions, donc sont très importantes pour le couplage électrochimique et métabolique. On va voir notamment des passages d'ions calcium ou d'autres molécules de ce style. Donc voilà pourquoi elles sont sur la membrane. Donc ça, c'est la représentation d'un connexion avec les 6 parties. Voilà. Hop. Et là, on a cette unité qui est la connexine. Donc, pour récapituler, donc là, on a un connexion à 6 parties, et c'est une de ces parties, la connexine. Donc, une connexine, notre connexine, etc. 6 connexines forment un connexon, et on a besoin de 2 connexions pour former une jonction communicante. Voilà. Bon, c'est un peu flou, mais c'est pas le plus compliqué à comprendre. Ensuite, on a vu les jonctions étroites avec les jonctions communicantes et les jonctions adhérentes. Et maintenant, on a les jonctions intermédiaires. Donc, on retrouvera des bandes à la face latérale, donc là, tout simplement. Euh, la face latérale, rappelle, hein, face basolatérale, latérale, on est sur le côté de la cellule. Elles sont présentes de manière inconstante, donc elles ne sont pas sur toutes les cellules, elles ne sont pas même, elles peuvent ne pas exister sur une cellule, hein, ce n'est pas obligatoire. Et elles ont un versant cytosolique, euh, donc au niveau des plaques, avec lesquelles elles peuvent interagir avec le cytosquelette, notamment avec les microfilaments d'actine qu'on retrouve ici. Donc microfilaments d'actine, vous verrez ça dans le chapitre sur le cytosquelette. C'est un des composants euh, avec la tubuline du cytosquelette. Voilà, morphogénèse des structures tubulaires, bon, ça c'est moins important. Et voilà, jonction avec espace intercellulaire large. On n'est plus étroit, on est large. On retrouve nos cadérines avec le calcium dépendant et nos immunoglobulines avec alors, qui ne sont pas calcium dépendantes, qui sont indépendantes. Voilà. Jonction adhérence avec plaque dense cytosolique. La plaque dense, c'est le truc en noir. Et le domaine extracellulaire long, c'est ça, la cam, domaine extracellulaire long, là avec tous les anneaux, domaine extracellulaire long. Voilà. Ensuite, les desmosomes. Donc là,
un peu plus, importants. On va les voir. Donc c'est de forme arrondie, on voit que ça forme un petit cercle. Là, c'est coupé, mais c'est des maculas, c'est des taches. Donc les taches, c'est souvent de forme arrondie. Ouais, attends, hop, je vais faire ça. Désolé. Hop là. Désolé, hein, je vais un peu vite. Est-ce que vous avez des questions d'ailleurs? Je peux essayer d'y répondre en attendant. C'est bon? Ok. Pas de questions, je continue. Alors, les desmosomes, donc de forme arrondie, c'est les maculas. Les maculas, euh, soit on a les maculas au niveau de la partie latérale, donc comme on voit ici, ou alors on peut en avoir au niveau de la lame basale. Donc, ça s'organise sous forme de plaques cytoplasmiques denses. Donc, on la voit ici, la plaque cytoplasmique dense. C'est une forme, c'est dense au schéma. Il y a des relations avec le cytosquelette, notamment avec les filaments intermédiaires de cytokératine. Donc, je vais pas plus rentrer dans les détails. Mais il faut savoir que les imidesmosomes et les desmosomes, c'est en relation avec le cytosquelette et notamment en relation avec les filaments de cytokératine. Et ça permet, très important, ça permet de maintenir une forme à la cellule. Sans ça, la cellule serait en 2D, ça serait un dessin, et ça serait pas en 3D comme on le voit là, tout beau, tout propre, ou comme on peut le voir dans les représentations euh, artistiques, on va dire. Donc là, on retrouve les composants avec les immunoglobulines, toujours, et les cadérines. Voilà. Enfin, sur toutes les jonctions, vous allez retrouver camigé et cadérine. Camigé et cadérine, à chaque fois sur chaque schéma. C'est les deux à retenir plus. Les autres, vous allez moins les voir. Et donc les hémidesmosomes, c'est un peu le même bail, la même matière. Donc au lieu que ce soit entre deux cellules, ça sera entre la cellule et la matrice extracellulaire. Et on aura l'intervention en plus des intégrines avec la lame basale. Voilà. Donc, euh, hop, petit schéma récapitulatif. On retrouve notre cellule avec notre pôle apical, notre zone latérale et ensuite notre lame basale et notre pôle basal ici. On commence par la jonction serrée, donc avec tout ce qui est occludine, connexine et claudine. Occludine, claudine et connexine. Donc tout ce qui est molécules à 4 domaines transmembranaires qu'on a vu au tout début. Ensuite, on passe à la jonction intermédiaire avec l'intervention des desmosomes, avec les plaques denses et voilà, les plaques denses et les filaments d'actine, pardon. Donc, ouais. Alors, euh, le desmosome, je vais utiliser du coup ce que j'ai là en schéma. Donc ici, on a le schéma. Je sais pas si vous voyez ma souris. J'entoure le petit schéma en bas à gauche. Donc, on a le desmosome ici, qui se situe sur la lame, sur le côté latéral de la cellule. Donc là, c'est le côté latéral. Et les hémidesmosomes, ils se situent uniquement sur la partie basale de la cellule. Donc sur le pôle, sur la base de la cellule. Pour donner notre info, donc le desmosome, ça va permettre l'interaction cellule-cellule, donc on le voit ici. Donc là, on est sur la partie latérale de la cellule, et le desmosome va permettre une interaction cellule-cellule, alors que l'hémidesmosome, quant à lui, va avoir une interaction entre la cellule et la lame basale. Genre, il y aura intervention que d'une cellule et pas de deux. Donc, hémidesmosome, une cellule, desmosome, deux cellules. Des, deux, hémi, une. Voilà. Est-ce que c'est plus clair ou je peux réexpliquer s'il faut? Voilà. Donc, bon là, ça récapitule, c'est un petit récapitulatif, hein, jonction serrée, jonction intermédiaire et desmosome. Donc ça, c'est l'organisation des jonctions complexes entre deux cellules épithéliales
Donc, c'est toujours dans cet ordre. On commencera par une jonction serrée, ensuite une jonction intermédiaire. En soi, c'est un peu faux, mais il y aura toujours la jonction serrée en haut et après entre la jonction intermédiaire et le desmosome, ça peut changer. Genre le desmosome peut être au-dessus ou en dessous, vu que c'est totalement des choses indépendantes, voilà. Mais c'est rare, ça on vous posera pas de questions là-dessus, hein. On préférera vous poser des questions sur, tout ce qui est, qu'est-ce qu'un desmosome? Le hémidesmosome, c'est utile par exemple sur la face latérale de la cellule? Non, c'est le desmosome ou des trucs comme ça. Voilà, c'est une question simple, mais, ça c'est vraiment un petit détail, c'est plus pour vous donner une idée. Voilà. Petit point récap, bon, petit tableau, ma foi, qualitatif. On a combien de diapos? OK. Il nous reste OK. Donc, on a différentes, parties, donc les jonctions serrées, communicantes, intermédiaires, desmosome et hémidesmosome. Ben, voilà, donc pour revenir, desmosome face latérale, hémidesmosome col basal, pour revenir sur ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir? Ça, je vous le laisse dans le diapo, je vous laisse le revoir tranquillement. Ça peut vous aider, ça peut servir de fiche, c'est pratique. Je vais pas y repasser dessus vu qu'on vient de les voir. Mmh, je regarde s'il y a pas de petites, caractéristiques. Non. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie avant que je passe à la suivante? Vous aurez l'occasion de revoir le tableau chez vous. Normalement, tout est expliqué dans les diapositives précédentes, si vous avez des questions. Non, c'est bon. OK, parfait. Donc on passe à la suivante. On reste toujours dans les 4 rôles majeurs. C'est la plus grande partie, hein, désolé si ça vous saoule un peu, mais c'est la plus grande partie du diapo. Donc, les phénomènes donc maintenant de transport avec et sans mouvement de la membrane plasmique et on va commencer sans mouvement de la membrane plasmique. Donc là, on est sur sans mouvement, attention, heu, à ne pas confondre. Donc sans mouvement de la membrane plasmique, j'en perds mes mots, il y a un passage direct, on va le voir en schéma. Il y a aucune intervention du système endomembranaire, parce que ce sont des protéines qui vont permettre ce passage et aucune intervention du cytosquelette. Donc, on a 2 types de transport sans mouvement, le transport passif et le transport actif. Tout d'abord, le transport passif nécessite aucune énergie. C'est passif, ça se fait automatiquement, il a besoin de rien, il passe comme ça. Enfin, passif, il passe, il a pas besoin de plus. Donc c'est une diffusion directe, via une protéine ou une perméase. Donc une perméase, c'est une enzyme qui va être au niveau de la membrane plasmique, entre autres, et qui va permettre le passage de certains ions, ou molécules. Et à l'opposé, on a le transport actif, donc qui lui nécessite de l'énergie. Donc si tu es actif, tu as besoin d'énergie, tu dépenses de l'énergie et cette énergie donc doit être, utilisée donc par le transport d'ions. On a un transport d'ions qui peut être passif, mais aussi un transport d'ions qui peut être actif ou bien par l'hydrolyse de l'ATP et ce transport va se faire via une perméase. On va le voir juste après en schéma pour vous fixer les idées. Donc transport passif sans perméase, heu, tout simple, milieu extérieur, membrane plasmique, cytosol, on a par exemple, de l'oxygène au niveau extérieur. On a un fort gradient de concentration. Donc là, le gradient de concentration, ça peut paraître un peu barbare, mais là, ça veut dire qu'il y a une concentration forte et que le volume va se déplacer vers la concentration faible pour rétablir l'équilibre. Donc là, on va, voir de l'O2, du CO2 et du monoxyde d'azote, ainsi que de l'éthanol qui va vouloir aller vers la cellule parce qu'il en manque, par diffusion simple. C'est, vous allez le revoir plusieurs fois, mais ben, par exemple, l'oxygène, il va rentrer dans la cellule par diffusion simple via gradient de concentration. C'est-à-dire qu'il y en a pas assez dans la cellule, du coup l'oxygène va vouloir rétablir l'équilibre entre la cellule et le milieu extracellulaire pour, avoir le même niveau d'oxygène à l'intérieur qu'à l'extérieur. J'espère que je vous ai pas embrouillé. Je peux réexpliquer s'il faut.
parce que c'est très important à comprendre le gradient de concentration. Vous verrez ça aussi sur, d'autres chapitres. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'utilise aucune molécule. OK, alors, je vais revoir. Donc, on a une molécule, lambda, donc le dioxygène, qui est en forte concentration en milieu extérieur. Ici, on le voit avec les petits points, donc on va dire que c'est les petits points, l'oxygène. Et heu, on a une faible concentration d'oxygène, donc ici, dans le milieu intérieur, donc dans le cytosol, donc dans la cellule. Ça fait beaucoup de choses, donc une faible concentration dans la cellule, une forte concentration à l'extérieur. Il y a un déséquilibre entre l'intérieur et l'extérieur et donc, naturellement, la molécule va chercher à équilibrer, heu, ce déséquilibre entre les 2 milieux et donc ce déséquilibre va faire en quelque sorte le transport passif. Donc les molécules qui se situaient là vont passer à travers la membrane plasmique par diffusion simple, grâce au gradient de concentration et vont arriver dans le cytosol. En gros, comment je pourrais comparer ça encore? Hem, le but c'est ouais, c'est de rétablir vu qu'il y a une perte d'équilibre, la molécule, ben, elle va dire: «Chouette, je peux rentrer, il y a de la place» et du coup ça va faire, diffusion simple, via des gradients grâce au gradient de concentration. Ça, vous le voyez notamment, ben, il y a pas la matière en LAS 1, mais, en PAS, il y a l'UE3 et vous le voyez avec tout ce qui est équilibre du milieu intérieur. Bon, ça vous le reverrez, c'est vraiment pas le plus compliqué à comprendre. Donc les transports, on a une étape supérieure maintenant, c'est le transport passif avec perméase. Donc avant, on n'utilisait pas de perméase, c'est diffusé simplement à travers la membrane plasmique, parce que c'était du gaz en soi, l'oxygène et maintenant, on a un transport passif toujours, mais avec perméase. Donc, on a différents transports, donc canaux ioniques potentiels dépendants. Vous allez voir que l'organisme est plus concentré en potassium à l'intérieur de la cellule et plus concentré en sodium à l'extérieur de la cellule. Donc, ce qui fait que via le gradient de concentration, le sodium va vouloir, rentrer parce qu'il y en a moins à l'intérieur et le potassium va vouloir sortir parce qu'il y en a moins à l'extérieur. C'est les gradients de concentration encore. Donc là, il y a beaucoup de sodium, du coup, il va vouloir rentrer. Là, il y a beaucoup de potassium, du coup, ouh là, du côté intracellulaire, du coup, il va vouloir sortir pour équilibrer. Et ensuite, on a les canaux ioniques ligand dépendants. Donc un ligand, c'est une molécule, ou un ion, par exemple, qui va permettre, d'activer une perméase. Donc là, on retrouve la protéine G ou le calcium et ça peut être de l'ATP, entre autres. Et là, on a les aquaporines, donc eau et bon, ça, c'est des exemples, c'est à savoir, c'est des schémas qui peuvent tomber. Mais, c'est plus pour comprendre qu'autre chose. Et ensuite, on a les transports actifs, donc, on a besoin d'énergie maintenant. Donc l'énergie, c'est l'ATP ou des ions. Et ce transport actif, donc on va utiliser de l'ATP. Donc l'ATP, c'est la molécule de référence quand on parle d'énergie dans l'organisme. Et on a le fameux, la fameuse perméase, NAK-ATPase, qui va permettre de rééquilibrer en permanence, le taux de sodium et de potassium, de notre cellule. Donc, par exemple, pour 3 sodium sortis, on aura 2 sodium de potassium de rentrée et cela va consommer 1 d'ATP qui va se transformer en ADP. Pareil avec la perméase, si on veut faire sortir quelque chose, ça va consommer de l'ATP. Heu, ça, c'est l'utilisation de l'ATP et sinon on a la même chose avec les ions. L'ion sodium, par exemple, va permettre oui, les perméases, ça peut être, de toute forme, tu dis c'est comment? Toute forme, ça peut être, un rond, un carré ou c'est toute forme, elles peuvent être actives et passives. Voilà. Si c'est ça, c'est oui, ça peut être de toute forme.
En fait, là, c'est juste schématique, hein. Dans l'organisme, c'est plus compliqué vu que c'est des molécules, c'est hétérogène. Mais oui, ça peut être de toute forme. Ça peut être plus grand, plus petit, voilà. Donc je reprends et ensuite on a le sympore et l'antipore qui fonctionnent avec, des ions et les ions vont servir en gros d'énergie, pour faire circuler, pour se faire circuler eux-mêmes ou faire circuler des molécules comme le glucose. Voilà. Donc ça, en vrai, c'est pas très compliqué à comprendre quand vous vous remettez dessus. Là, c'est juste histoire de vous le faire voir une fois et vous le verrez plus tranquillement chez vous. Donc, on passe, à l'étape, d'après, c'est le transport membranaire avec mouvement de la membrane plasmique. Donc il y a 2 types de transport avec mouvement. Donc on a l'endocytose, qui est l'entrée de matériel dans la cellule et l'exocytose qui est la sortie de matériel dans la cellule. Donc endo, entrée, exo, sortie ou exo, exportation et endo, internalisation. Ça permet d'équilibrer la membrane plasmique et le gain et la perte de matériel. Donc c'est la base du renouvellement de la membrane. Vous allez le revoir, je crois, aussi dans le système endomembranaire. C'est un fonctionnement qui est continu et qui est aussi constitutif. Ben, continu, constitutif, c'est la même chose et qui est aussi, parfois régulé, heu, notamment grâce au calcium. Vous allez voir, dans certains chapitres, même dans celui-là, on va le voir, que le calcium va jouer un grand rôle dans l'exocytose, notamment l'exocytose régulée. Si on veut, par exemple, faire sortir une hormone, la cellule va produire et il y aura une libération de calcium qui va permettre l'exocytose de ces hormones. Mmh. Ensuite, on a, une application membrane plasmique, système endomembranaire, cytosquelette et cytosol. Bon ça c'est classique, hein, c'est comme, c'est un peu comme toutes les instances. La membrane plasmique, elle interagit aussi avec le système endomembranaire et le cytosquelette. Là, c'est pareil, les vésicules, en gros, d'endo et d'exocytose, vont être dans la cellule, vont être formées par le système endomembranaire, vont être transportées dans la cellule via le cytosquelette ou les molécules du cytosol et vont atterrir à la membrane plasmique, heu, par exemple pour l'exocytose. Et cela consomme de l'énergie, heu, on va le voir normalement en schéma. Donc endo-exocytose, ça consomme de l'énergie et il y a 3 critères qui permettent de classer ces phénomènes. La présence ou non d'un revêtement, donc clatrine, cavéoline, la nature des éléments du milieu extracellulaire internalisés et leur volume. Heu, donc ça c'est plus, par exemple, dans le ouais, pour les phagocytoses, c'est une genre d'endocytose. Heu, c'est la nature des éléments donc du milieu extracellulaire internalisé, ça sera une bactérie pour la phagocytose, alors que pour l'endocytose, on sera plus sur l'ordre d'une petite molécule. Donc ça dépend du volume. Une bactérie, une molécule, c'est pas la même chose. Et l'intervention ou non de la dynamine, donc qui est une molécule, chaperon. Donc 5 types d'endocytose, tenez le coup, ne fuyez pas, c'est bientôt la fin. On a, l'endocytose donc avec, les endosomes qui vont être revêtus de molécules de clatrine. Donc retenez une chose sur les schémas, la clatrine sera toujours représentée de ce motif, donc noir avec des bandes blanches. Souvent, c'est la clatrine. Donc si vous voyez sur un schéma ce motif, vous savez que c'est la clatrine. Donc là, on a la clatrine avec de la dynamine et on va voir, attention, le revêtement de clatrine ne reste pas. On voit qu'il se dissocie ici. On a dissociation, donc on a internalisation de la vésicule grâce aux molécules de dynamine qui vont permettre de refermer, la vésicule. Ensuite, cette vésicule va se décoller de la membrane plasmique, va circuler dans le cytosol, va être, on va dire, désossée. Le revêtement va être désossé, ce qui va laisser un endosome nu et des protéines d'adaptation et des clatrines, à réutiliser. Ouh je passe un peu vite. Donc ça se passe notamment au niveau de la membrane plasmique, heu et ça utilise de l'énergie
pour notamment la dynamine utilise de l'énergie, et ainsi que la dissociation des protéines d'adaptation. Ensuite, la cavéoline, plus simple. Donc le motif de la cavéoline, c'est des genres de briques blanches. Je sais pas si vous voyez. Ça sera sur chaque schéma. Ça peut vous aider. Donc la cavéoline utilise aussi un collier de dynamine pour se détacher de la membrane plasmique. Donc attention, différence avec le revêtement de clatrine, la cavéoline n'est pas, heu, ne se décompose pas. On n'a pas comme, tout à l'heure, la clatrine qui s'en va et ça laisse un endosome nu. Là, on a de la cavéoline jusqu'au bout, et parce que si ça se désosse, c'est la vacuole qui s'éclate et dans ce cas, il y a plus de contenu. On retrouve, ça notamment au niveau des radiolipidiques. Vous allez les revoir déjà je crois dans la formation, dans le système endobombardaire, c'est sûr, mais dans le cytosquelette aussi, je crois. Voilà, et on a aussi sans revêtement, donc une vacuole nue, heu, donc non recouvert, et qui nécessite donc l'intervention de la dynamine, encore cette petite molécule blanche là. Ah, hop. Donc là, ceci on le retrouve plus dans tout ce qui est, du coup endocytose, phagocytose, notamment phagocytose, et on aura l'intervention, du cytosquelette, des protéines G monomériques autres que la dynamine et des protéines kinases. Bon là, je vous dis beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Le but, c'est juste de découvrir. Je vous dis pas d'apprendre ça par cœur, dès la semaine 1, hein. C'est quand même des choses lourdes que vous reverrez sur le temps, donc si vous comprenez pas trop, c'est pas un souci, vous arriverez à le comprendre plus tard. Genre, j'en doute pas. Et ensuite, en dernier, on a la formation d'un endosome. En avant-dernier, parce qu'il y a phagocytose après. On a la formation d'un endosome nu, sans nécessité de dynamine. Donc on retrouve plus cette molécule qui fait un petit collier autour de ce début d'endocytose. On a juste la vacuole qui se détache seule de la membrane plasmique et qui va, directement vers l'endosome. Voilà, et enfin, dernier phénomène d'endocytose, la phagocytose. Donc je l'ai évoqué tout à l'heure. On a, donc une bactérie, on va dire, qui se fait manger. Donc on a, les voiles hyaloplasmiques qui se développent. Donc les voiles hyaloplasmiques, c'est juste des morceaux de membrane plasmique qui se développent autour de la structure à phagocyter, et c'est composé d'actine. Donc ça, vous le verrez sur le cours du cytosquelette, et ensuite, il y a internalisation, mais là, il n'y a pas besoin de dynamine. Attention, voilà, et ensuite, on a 2 types d'exocytose en un seul schéma. Ça, c'est beau. Alors, heu, on va commencer par l'exocytose, heu, provoquée. Donc l'exocytose provoquée sera souvent, provoquée par du calcium. On voit beaucoup de calcium, ça de plus, et cetera. Donc on a un signal, par exemple, un signal qui va libérer à partir, des sites de stockage, donc le réticulum endoplasmique, c'est un site de stockage du calcium, le Golgi, site de stockage. L'enveloppe nucléaire, c'est aussi un site de stockage. EN, c'est enveloppe nucléaire. Donc tout ça, ça va pouvoir libérer du calcium. Pareil pour un signal électrique, par exemple, une impulsion nerveuse, va libérer dans le muscle du calcium qui va activer, des molécules, et d'autres canaux, genre canaux de calcium dépendants. Je crois qu'aussi on a le même principe, au niveau des synapses. Donc on a une entrée de calcium qui va provoquer une exocytose. Je pense que la synapse est très adaptée pour ce genre d'exemple. Donc on a du calcium. Le calcium, donc l'augmentation de concentration de calcium dans la cellule va provoquer une exocytose provoquée. Ça se répète, mais c'est logique, et cette, exocytose provoquée va nécessiter toujours et encore
la mise en jeu du cytosquelette, de la membrane plasmique, du système endomembranaire et du cytosol. Voilà. On retrouve toujours ces 4 instances, c'est les 4 grosses instances de la cellule et voilà. Donc ça, c'est l'exocytose provoquée. Exocytose provoquée, il faut se dire, c'est un signal qui demande à ce qu'il y ait une exocytose et notamment ce signal passe par une libération de calcium. Alors que l'exocytose constitutive permanente, ça va être automatique, donc ça sera des molécules, des vésicules qui iront automatiquement vers la membrane plasmique et cette, exocytose constitutive va permettre, l'équilibre et le renouvellement de la membrane plasmique. Heu, Par exemple, si on a trop d'endocytose, heu, on va avoir un surplus de membrane plasmique, heu, de la cellule, donc il va falloir faire des exocytoses pour libérer de la membrane plasmique. Enfin, c'est comme ça les constitutives, c'est histoire d'équilibrer, le tout. Ensuite, on a les 4 grands modes de communication, donc ça aussi vous allez le revoir dans les communications et tout ce qui est, signaux intercellulaires, mais on va les revoir un peu ici. Donc on a ici une sécrétion endocrine. Ce qu'il faut savoir, endocrine, c'est tout ce qui est hormones, c'est distance très grande. Sécrétion paracrine, para à côté, ou autour, donc distance courte, donc paracrine autour de la cellule, donc ça sera juste les cellules autour. Sécrétion autocrine, c'est la cellule qui s'auto-sécrète, donc elle sécrète et elle recapte ce qu'elle a sécrété. C'est un peu débile, mais pour certaines cellules, c'est très important. Et sécrétion synaptique, ben là, on a le schéma. Distance la plus courte, heu, on voit avec la fente synaptique, on a un signal électrique qui va, provoquer une exocytose et ça va, permettre la libération d'un message. On a différents types de signaux, donc on a les signaux chimiques avec, les signaux gazeux entre autres, oxygène, monoxyde d'azote et cetera. Les signaux hydrosolubles avec, des molécules, est-ce que j'ai un exemple de molécule? En gros, hydrosoluble, il va falloir un transporteur pour les faire traverser, la membrane plasmique. Vu que c'est hydrosoluble, on rappelle la membrane plasmique, c'est hydrophobe et les signaux chimiques liposolubles comme les hormones, ou les certaines vitamines qui vont pouvoir, diffuser simplement à travers la membrane. Donc là, on va les revoir. Je vais pas rentrer en détail dans le schéma, on a mince, hop. Donc, je vais juste, vous expliquer donc, signal chimique gazeux, ça peut être, oxygène, monoxyde d'azote, diffusion simple à travers la membrane plasmique et ça va entraîner une cascade d'événements. Voilà, donc on a absence de récepteurs membranaires ou intracellulaires. On voit que ça diffuse simplement, il y a une flèche qui traverse. Voilà. Ensuite, on a les signaux hydrosolubles. Donc là, attention, je répète ce que j'ai dit il y a 1 minute, mais membrane plasmique hydrophobe. Donc pour traverser la membrane plasmique, il va nous falloir un récepteur membranaire et ce récepteur membranaire va permettre à la molécule hydrophobe soit de libérer un signal, soit de pouvoir passer. Voilà. Donc il y a 3 types de récepteurs. On a les récepteurs couplés aux protéines G, les RCPG, qui sont constitués de 7 domaines transmembranaires. Les récepteurs à activité enzymatique, donc activité, les récepteurs kinases, avec un domaine transmembranaire au minimum. Donc ils auront du côté cytosolique des domaines, qui réagiront, heu, à leur activité, donc des domaines phosphore qui pourront qui pourront s'auto-phosphoryler. Vous verrez ça dans d'autres chapitres. Là, ce n'est pas le but. J'avais une question, ouais. Ouais, attendez. Hop, hop, récepteur gazeux, voilà. Désolé, hein, je viens de voir la question. Je peux remettre le schéma des voilà. Bon, désolé, là, je vais un peu vite. J'ai pris un peu trop de temps sur d'autres, je suis désolé vraiment. Il faut que j'accélère avant la fin, sinon, le cours d'après va prendre du retard.
Ok, hop. Donc, je repasse. Donc là, activité enzyme kinase. Vous verrez plus en détail dans d'autres cours qu'il y a euh, une partie qui peut s'auto-phosphoryler ou qui peut se phosphoryler, qui va activer une cascade d'événements et des canaux ioniques ligand dépendants. Donc voilà, faut juste retenir ces trois-là. J'ai pas plus de choses à dire. En tout cas, le plus important, c'est RCPG. Vous allez le revoir beaucoup et activité enzymatique. Voilà. Donc voilà, entre autres le RCPG. Hop, je vais tout développer. Donc, on a le RCPG euh, qui, euh, qui a une très grande diversité de signaux. Donc, on peut avoir un signal chimique, des ions calcium, des photons. Dès que ce RCPG va être activé, il va y avoir une activation d'une protéine G. Donc ici, on voit, ça c'est une protéine G avec trois parties, alpha, bêta, gamma. Euh, et ensuite, ces trois parties vont permettre l'activation des effecteurs primaires, qui peuvent être des canaux ioniques pour faire entrer, entre autres, des ions et des canaux enzymatiques. En canaux ioniques, vous allez voir normalement dans un chapitre qu'un RCPG peut activer le canal ionique au niveau des yeux pour l'activation de la vision. Bon, là, c'est vague hein, ce que je vous dis, mais c'est pour vous donner une idée. Et ces effecteurs primaires, donc par exemple, l'activation d'un canal ionique va libérer va libérer des ions qui seront considérés comme des seconds messagers qui pourront avoir des effets secondaires. Donc, l'effet primaire, c'était l'activation du canal. L'effet secondaire, c'est par exemple l'exocytose et si c'est du calcium, vu que l'exocytose peut être provoquée par du calcium, je rappelle. Voilà. Les RTK, donc les récepteurs tyrosine kinase, euh, donc il en existe, euh, il en existe plusieurs types, mais on va voir qu'un. Donc un récepteur tyrosine kinase est composé de deux monomères, et pour qu'il soit actif, il faut qu'il soit dimérisé, c'est-à-dire là on en a deux de séparés, et on a un ligand qui arrive, je ne sais pas n'importe quel ligand, il se colle au niveau des deux monomères. Les deux monomères vont donc en soi partiellement fusionner, et ce qui va permettre d'activer le récepteur et qui va permettre aussi d'autophosphoryler le domaine kinase. Donc je parlais d'un domaine qui s'autophosphorylait tout à l'heure, c'est le domaine kinase pour être plus approprié. Et ce domaine kinase va s'autophosphoryler et il va permettre d'enchaîner sur une cascade d'événements. Donc là, on aura des phosphores et ces phosphores vont pouvoir euh, activer des protéines et permettre la transmission du signal. Voilà. Important, donc notamment dans l'embryogenèse, dans le maintien de l'homéostasie, dans le développement des cancers. Euh, il y aura certains problèmes qui feront que certains événements, donc par exemple, soit l'autophosphorylation ne marchera plus, soit la dimérisation ne marchera plus, et donc ça pourra provoquer des problèmes. Mais ça, ce n'est pas le but du coup. Voilà. Ensuite, les canaux ioniques dépendants, importants, notamment dans tout ce qui est système nerveux, on va dire. On a le récepteur nicotinique de l'acétylcholine, là, qui est composé de 5 sous-unités. On les voit pas toutes, mais on va dire que c'est un rond. Et il y a 5 sous-unités. Donc, on a là le canal fermé et le canal ouvert. Donc, le canal fermé, c'est au repos. Et le canal ouvert, dès qu'on a l'acétylcholine qui se rajoute dessus, c'est la petite molécule qui est là, qui va permettre l'ouverture du canal. Donc, fixation de l'acétylcholine sur la sous-unité alpha, qui va permettre, entre autres, l'entrée de potassium dans la cellule et la sortie de, j'ai dit, entrée de sodium dans la cellule et la sortie de potassium. Je vais y arriver. Voilà. Ça, c'est un exemple de canal que l'on peut retrouver. Je vais pas m'attarder dessus, mais c'est très important, entre autres dans la cellule musculaire. Euh,
notamment grâce à l'activation via un signal nerveux. Et ensuite, maintenant qu'on a vu les hydrosolubles, on voit les liposolubles. Donc un signal chimique liposoluble, ça peut être une hormone, donc n'importe une hormone ou alors une vitamine. Et cette vitamine va pouvoir diffuser simplement. Pourquoi elle peut diffuser simplement? Parce que c'est liposoluble et la membrane plasmique est composée de lipides. Donc lipides, ça marche, alors que aux lipides, ça marche pas. Et donc là, elle peut diffuser simplement et faire tout son travail à l'intérieur de la cellule directement via des récepteurs intracellulaires, donc notamment soit dans le noyau pour une régulation de la transcription, ou bien dans le cytosol pour la modification de molécules préexistantes, comme des protéines. Voilà. Hop. Donc soit ça a des effets biologiques rapides si on passe par le cytosol, soit lent si on passe par le noyau. Ok. Dernière partie, une diapositive après c'est des QCM. En espérant que je puisse répondre à vos questions si vous en avez. Biosynthèse et renouvellement de la membrane plasmique. Donc, le cytosol et le système endomembranaire permettent le phénomène de maturation confère le cours sur le système endomembranaire. Donc, tout ça, ça permet de l'exocytose constitutive. Donc, constitutive, on rappelle, c'est tout ce qui est renouvellement de la membrane plasmique, etc. Synthèse cytosolique directe des protéines périphériques. Donc, elles sont directement adressées à la membrane plasmique. Est-ce que j'ai un exemple pour ceci? En gros, quand cytosoliques, elles n'auront pas besoin de passer par le flux membranaire vectoriel permanent ni par le Golgi pour être maturées. Elles iront directement à la membrane plasmique. Genre, elles sont synthétisées dans le cytosol, elles iront directement sur leur lieu de travail. Ensuite, le renouvellement permanent et la réparation extrêmement rapide. Ça, c'est vrai, notamment grâce au phénomène d'endo et d'exocytose. On en a tout le temps, à tout moment, et la réparation se fait instantanément. La dysferline est impliquée dans le mécanisme de réparation. Vous allez le revoir dans le cytosquelette. Donc, je ne vais pas plus la voir, mais il faut retenir dysferline impliquée dans le mécanisme de réparation. Et la déformation de la membrane plasmique permet l'exploration de l'environnement, donc le chymotactisme des cellules. Donc, chymotactisme, c'est un terme que vous allez voir dans les cours, c'est un peu barbare, mais c'est pour dire le déplacement des cellules. Notamment tout ce qui est lymphocytes ou autres leucocytes utilisent le chymotactisme et déplacement et communication intercellulaire. Voilà. Donc voilà pour cette partie. Et maintenant, on passe au QCM. À moins que vous ayez des questions avant les QCM. Non. Ok. Bon alors, premier QCM, vous allez répondre dans le chat. Je vous laisse 1 minute 30, comme à l'examen. Voilà. Donc, concernant les 5 caractéristiques fondamentales de la membrane plasmique, indiquez là où les réponses exactes. Je vous laisse un petit peu de temps. Alors, vous pouvez noter les réponses dans le chat, comme ça au moins on voit tout. Donc ABCE, ABE, ABC, intéressant. On va voir si vous avez bien retenu la première partie. Après, ne vous inquiétez pas, si vous n'arrivez pas au premier QCM, c'est tout à fait normal, hein. Vous avez à peine découvert le cours, c'est normal que vous galériez un peu. Bon, on va passer à la correction, vu que je vois qu'à peu près tout le monde répond. Donc, la correction, c'était
ABCE. Donc, félicitations à ceux qui ont trouvé. AB, c'est pas si mal non plus, vous avez 0,5 points. Euh, on va voir pourquoi. Donc, concernant les 5 caractéristiques, c'est une bicouche lipidique, on l'a vu. Elle est asymétrique. On a des sucres à l'extérieur, mais pas à l'intérieur, entre autres. On a du cholestérol un peu partout, voilà. C'est asymétrie. C, elle est en relation avec le système endomembranaire, oui. Euh, Toujours en relation avec le système endomembranaire, notamment ben, tout ce qui est exocytose, endocytose. Euh, Juste voir la réponse D, j'ai un petit doute. La réponse D, c'était sa composition chimique est homogène. Non, c'est faux. Sa composition chimique est hétérogène. On a vu qu'elle était composée de lipides, de protéines, de glucides, de plein de choses. Et elle présente des glycoprotéines insérées. Oui, c'est vrai. Bon, ça c'est simple, c'est du texte court, c'est à savoir. Voilà. Question 2. Hop, je vous laisse répondre. Concernant l'architecture fonctionnelle de la membrane plasmique, indiquez là où les réponses sont exactes. Et je vous laisse répondre. Alors, vous pouvez écrire vos réponses dans le chat, hein, comme tout à l'heure. Ok. Il y a des réponses variées, hein, attention. Ah, le CD revient souvent? Mhm. Bon, allez, on va passer à la correction. Et verdict, c'était D uniquement. Voilà, c'était D et on va voir pourquoi il y en a tant de faux. Les sucres représentent environ 5 à 10% du poids sec de la membrane plasmique et sont situés sur le versant extracellulaire, très important. Le versant oxydant, donc le versant extracellulaire. Ça, c'est pour la réponse A, c'est du texte court, ça va savoir plus plus. La fluidité de la bicouche lipidique n'est conditionnée que par la température et la quantité de cholestérol. Faux. Il y a aussi la nature des phospholipides. Les phospholipides, on a vu qui pouvaient intervenir. C, les protéines sont concernées par les mouvements de diffusion latérale, de rotation. Et alors, pourquoi il y a flux Alors là, il y a une petite erreur. Euh, Pourquoi il y a flip-flop lipide? Ah non, ok, my bad. Moi-même, je me prends dans mon propre piège. C'est super. Donc, diffusion latérale et rotation et de capping, pas de flip-flop. Faites gaffe, hein. Protéines, c'est capping et pas flip-flop. Il y a un petit mémo, donc flip-flop, donc flip, il y a LI, donc lipide, ce qui rappelle que le flip-flop est uniquement réservé aux lipides. L'interaction entre protéines membranaires limite le mouvement des protéines, oui. Et les lipides et les glycoprotéines sont clivés par les lipides et glycoprotéines par des protéases pour les glycoprotéines et pas des phospholipases pour les glycoprotéines. Lipides, lipases, glycoprotéines, protéases. Attention, c'est un petit piège un peu fourbe, mais il faut faire gaffe. Mais là, retenez bien parce que je vois beaucoup de gens qui ont fait l'erreur de mettre C. Faites attention et protéines, c'est capping et lipides, c'est flip-flop. Mais il n'y a pas l'un dans l'autre. Voilà. Troisième question. Concernant les molécules d'adhérence, indiquez là où les réponses exactes. Allez, je vous laisse une minute.
Ok. Allez, je vous laisse répondre encore quelques secondes. Hum, hum. Hop, alors, on va passer à la correction. C'était ADE. Donc félicitations pour ceux qui ont eu juste. La A, 4 familles de molécules d'adhérence. Seules les immunoglobulines sont calcium indépendantes. Oui, faut retenir immunoglobuline, calcium indépendante. Y a pas... C'est la seule, c'est l'exception. C'est à savoir, le reste, ils sont soit dépendants, soit indispensables, comme les cadérines. Les sélectines sont directement présentes à la membrane plasmique. Faux. Euh, je l'ai dit, il faut une mini-exocytose. Il y a un signal qui va provoquer une exocytose et cette exocytose va permettre de mettre la sélectine au niveau, va permettre d'insérer la sélectine sur la membrane plasmique. Ensuite, les intégrines sont directement présentes à la membrane plasmique. C'est faux. Euh, c'est, elles nécessitent une activation aussi. Donc là, il y a marqué ne nécessite pas d'activation. Il nécessite une activation pour les intégrines. Voilà la réponse. Je pense que ça sera plus clair que ce que je dis. D, les intégrines sont composées de deux sous-unités glycoprotéiques. Oui. Bon, texte au court, hein, j'ai pas de détails. Et la présence de calcium est indispensable pour les cadérines. C'est exact. À chaque fois, on voit du calcium accompagné de cadérine, c'est que c'est indispensable. Dernier QCM, je crois. Hop, hop. Je vous mets tout concernant l'injection intercellulaire. Indiquez là où les réponses exactes. Vous pouvez répondre dans le chat hein, aussi. On va passer à la correction. Hop. Euh, voilà, des questions, voilà. Hop. Mettez si vous avez les réponses. On va passer à la correction. Et verdict. Attention. Désolé pour ceux qui n'ont pas fini. Vous pouvez les refaire. Le diapo sera disponible. Verdict, c'était BE. Alors, je vois qu'il y a beaucoup d'erreurs. Donc, pourquoi? Alors, A, pourquoi c'est faux? Entre les points de jonction, les jonctions serrées ont un espace intercellulaire qui comporte des molécules d'adhérence à domaine extracellulaire l- long. Genre, on retrouve aussi les cadérines et les immunoglobulines. On retrouve, entre autres, ces deux. On a aussi les connexines, les claudines et tout, mais on retrouve aussi des molécules d'adhérence à domaine extracellulaire long qui sont les cadérines et immunoglobulines. Je pense que je n'ai pas été clair si pas beaucoup de monde ont eu juste. Euh, les macula occludens permettent la communication de cytosol à cytosol. Donc, rappel, macula occludens, ben, c'est un peu tout ce qui est desmosome. Donc, la communication cytosol à cytosol, desmosome. Les zonules adhérence sont présentes de manière inconstante selon les types cellulaires et les cellules et les tissus. Donc les zonula adhérence, c'est tout ce qui est jonction intermédiaire.
on voyait qu'il y en avait une tout en haut. Donc ça, c'était celle c'était la jonction avec tout ce qui était occludine, claudine et connexine. Et ensuite, celle qui était juste en dessous était plus inconstante. Et voilà, j'ai pas d'autre chose à rajouter, c'est du texte court. Les desmosomes présentent des molécules d'adhérence à domaine extracellulaire long comme les immunoglobulines ou les intégrines. Faux. Attention, les desmosomes, on parle de desmosomes, ce sont les cadérines. Les intégrines, c'est les hémidesmosomes. Les intégrines, c'est l'ambasale hémidesmosome. Alors que cadérine et immunoglobuline, ça sera desmosome. Et ensuite, le complexe de jonction est constitué d'une jonction serrée et d'une jonction intermédiaire et parfois d'un desmosome. Donc ça, c'est vrai. Voilà pour ça. Donc la réponse était BE. Et voilà, j'en ai fini, pile dans le timing, 10 heures pile. Bon, désolé pour cette fin de cours un peu rapide, mais j'espère que ça vous a un peu éclairé sur certains points. Essayez de... Je vous souhaite bon courage, essayez de vous donner à fond pour cette année. Même si vous êtes en LAS, ça peut être un peu plus spécial par rapport à la passe. Mais essayez de vous donner à fond, de revoir les cours tranquillement, petit à petit. Ne commencez pas les cours en mars. Essayez de commencer ça dès que vous avez les cours. Prenez un maximum d'avance et vous allez y arriver. Donc voilà. Si vous voulez me contacter, j'ai mis ça. Je suis sur Discord aussi. Je peux répondre à vos questions de cours. Hop, Morgane, si t'es là,